Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce mardi matin, 1h30. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, le but de cette émission depuis plus de 8 ans maintenant en Guinée. Oui, c'est digne d'un film de science-fiction, tentative d'évasion à la plus grande prison de Guinée. Journée assez mouvementée hier à Kaloum, où des tirs ont été attendus durant plusieurs heures dans le périmètre du centre pénitentiaire. Une centaine de prisonniers qui avaient réussi à s'échapper ont été traqués, ramenés au sein de l'établissement carcéral. Quelles sont les circonstances de cette tentative d'évasion? Quel est le déroulé de la journée? Et quelle suite à ces événements? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Monsieur Ibrahima Beyavogui, porte-parole du ministère de la Justice, nous allons l'appeler ce matin chez les GG. On le disait hier, après le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée reste le seul pays où l'épidémie d'Ebola continue de sévir. Encore quelques cas confirmés dans les centres Ebola, même si depuis plusieurs jours, aucun nouveau cas n'a été enregistré. Pourquoi la Guinée a-t-elle du mal à vaincre cette épidémie? Et bien, qu'est-ce qui cloche? C'est l'autre question que nous nous posons ce matin. Dr Sakoba Keïta, coordinateur national de la lutte contre Ebola, il va intervenir ce matin chez les GG. L'UFR qui prend acte de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et félicite le président Condé pour sa réélection. Le parti de l'ancien Premier ministre Sylvia Touré demande au vainqueur de la présidentielle 2015 de poursuivre son engagement à défendre et à servir avec ardeur les intérêts de la Guinée et de tous les Guinéens. Et qu'est-ce qui justifie cette posture? On essaie de comprendre ce matin du côté de l'UFR. Mohamed Tal, il est le porte-parole. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Bienvenue Ahmed Camara, bonjour. Merci, bonjour Lamine. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Roby. Bonjour. Bienvenue mon cher Djibril. Bonjour Lamine. Bonjour Abakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On va essayer de partir direct là-dessus. Hier, tu m'as appris à 11h. Oui. Comme quand il y avait le coup de feu. Oui, absolument. Moi, je venais d'arriver au centre-ville, à Kaloum, dans la zone de Koronti, donc dans le périmètre de ce centre pénitentiaire, le plus grand du pays, il faut le rappeler. Ouais. Il faut rappeler aussi que communément, cette prison est appelée la sûreté urbaine de Conakry. Et elle date, c'est une vieille prison qui a été construite dans les années 50, 1950, donc sous la colonisation. Oui. Elle a été construite pour une capacité de 200 prisonniers. Oui, et aujourd'hui, cette capacité, elle a explosé, que ce soit 200 ou 300, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale. On parle de plus de 2000. Vous ne pouvez jamais avoir les statistiques fiables, Mohamed Mara. Il y a une surpopulation qui crève les yeux. Et alors, ce qui s'est passé, selon plusieurs versions qui ont circulé, il y a eu un mouvement de mécontentement des prisonniers par rapport à leurs conditions, à leurs conditions de détention et au fait que beaucoup d'entre eux sont restés là sans jugement depuis de longues périodes. Donc ce mouvement de mécontentement est parti et c'est ce qui aurait donné à une tentative d'évasion. Plusieurs prisonniers, plusieurs pensionnaires de ce centre ont réussi à s'échapper mais ont été traqués et ramenés à l'intérieur de la prison. Alors il y a eu un mouvement de psychose aussi, psychose générale, qui s'est emparé des quartiers de Koronti et de Sans-Fil et même au-delà de Kaloum, qui est le centre administratif et le centre des affaires de la capitale guinéenne. Et on se pose énormément de questions sur ce mouvement de mécontentement et parce qu'on a appris que c'était contre le régisseur, M. Moriba Silla. Une version rapportait qu'il y a une dispute entre deux prisonniers qui auraient été mal gérés et finalement, par le régisseur, finalement, cela a provoqué ce mouvement de colère. On se pose énormément de questions et les autres vont comprendre. Voilà, bien évidemment. Khalifa, il avait déjà prévenu, mon cher ami. Oui, effectivement, les conditions de détention en Guinée sont exécrables. On l'a dit, on ne le dira jamais assez. Cette prison ne répond plus aux normes internationales. On l'a dit, c'est une prison qui est faite pour recevoir quelques centaines de prisonniers. Aujourd'hui, cette prison a en son sein plus d'1 million
milliers de prisonniers, ce qui est assez grave. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé hier, quand je me suis rendu sur les lieux, c'est cette désorganisation au sein des forces de sécurité. Tamba conviendra avec moi. On ne savait pas qui commandait et il y avait effectivement cette hésitation. Et la gendarmerie était là, la gendarmerie et la police se tiraient la bourre. Et puis l'armée est finalement venue à la rescousse. On ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est une situation qui m'a laissé sur ma faim. Est-ce que la Guinée est préparée à gérer? Non, c'est extrêmement important. Parce que si cette évasion spectaculaire avait eu lieu la nuit, eh bien, les choses se seraient passées autrement. Bien, allez, nous avons en direct Monsieur Ibrahim Beyavogui. Les grandes gueules. Monsieur Beyavogui, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice. Alors, à ce titre, vous intervenez par rapport à ces événements d'hier à l'intérieur et autour de la prison centrale de Conakry. D'abord, revenez sur les circonstances de cette tentative d'évasion. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, aujourd'hui certainement vous aurez un rapport complet sur ce qui s'est passé. Mais pour en liminaire, je pourrais vous dire qu'il y a eu un mouvement de mécontentement général à l'intérieur de la prison hier qui a débouché sur la grande tentative d'évasion que vous connaissez. Et voilà, sur le coup, les forces de l'ordre sont intervenus pour circonscrire cette tentative d'évasion. Mais tout à l'heure, je vous suivais et vous avez dit une réalité qu'on ne peut pas du tout mettre en dehors de toute analyse, c'est que depuis 1947, prison a été construite pour 220 prisonniers. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous avons près de 2000 prisonniers dans une prison vétuste que tout le monde connaît, avec une administration pénitentiaire composée d'agents pénitentiaires sans formation et sans moyens. Donc, c'est un cri de cœur que nous avons toujours lancé pour indiquer que la prison et l'administration pénitentiaire est un secteur important de la justice, sans lequel la justice sera toujours décriée. Mais nous n'avons pas été entendus, malheureusement, hier. Ouais. Il y a eu trouble dans la cité de Kaloum et aujourd'hui tout le monde s'alarme. D'accord. Heureusement que vous êtes d'ailleurs conscient qu'il y a une question de formation des agents, tout ça, et que la prison ne répond pas. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu récupérer tous ces prisonniers qui ont tenté de s'enfuir? Les 90% des prisonniers qui ont essayé de se faire la belle ont été arrêtés. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, si vous m'appelez certainement dans l'après-midi, je pourrais vous faire le point exact. Parce que maintenant, on est au niveau des statistiques. Et quand tout sera fini, je pourrais vous donner les détails beaucoup plus précis. Mais une chose est claire, encore une fois, nous n'avons pas de prison en Guinée à part la haute autorité, la haute prison de Sigiri, et pas de Sigiri de Kindia, qui est la seule prison de haute sécurité dans notre pays. Nous n'en avons pas. Au temps colonial, il y avait les bagnes de Foteba. À Koronti, il y avait pour 220, et il y avait que Kindia. Bien. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, donc, il n'y a que ces prisons et personne ne pense que la prison est une priorité. Bien. Maître Ibrahim Beyavogui. C'est dans la nature, tout le monde est en insécurité. Voilà. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est bien l'autocritique. Ahmed Camara a posé la question, évidemment. Vous avez dit que vous avez alerté plusieurs fois. Depuis le temps de Christian So, entre autres. On a vu Khalifa Gassama Diaby aussi qui a visité ces prisons. Quand on parle même de l'emplacement, Maître Beyavogui, forcément des choses à dire là-dessus, en ce qui concerne l'emplacement de cette prison. Mais tout à fait, ce que vous dites est parfaitement vrai. C'est pourquoi nous avons trouvé un emplacement à Yorokobi à Dubreka pour que la prison civile quitte à l'intérieur de Kaloum. Ce n'est pas un nouveau problème. Ce n'est pas une autocritique qu'on se fait. C'est une réalité palpable par tous. Bien. Allez, Tamba. Alors, monsieur Beyavogui, on nous apprend... Appelez-moi comme vous voulez. D'accord. Allez-y. D'accord. Monsieur Beyavogui, on nous apprend qu'il y a eu une certaine complicité qui a favorisé l'introduction à l'intérieur des pièces des détenus, quelques substances psychotropes. Et dites-nous ce qu'il en est précisément. Et deuxième question, nous avons vu des camions qui contenaient des prisonnières. Oui. Dites-nous un peu plus, où est-ce qu'on les amenait? Où sont-elles aujourd'hui, ces prisonnières-là? Écoutez, la prison n'était plus un lieu où on pouvait détenir les femmes.
elles étaient exposées. Il fallait quand même qu'on déplace ces femmes. Ouais. C'est sur cette mesure que ces femmes ont été déplacées. Je ne vais pas vous dire où nous les avons envoyées, ça je ne vous le dirai pas. Voilà, j'ai appris que elles ont été transférées à l'intérieur du pays. Allez-y. Non mais elles sont dans les sémiers, ça. Voilà. Monsieur Biavogui, l'article 245 et suivant du Code pénal prévoit qu'en cas d'évasion de cette nature-là, que le personnel pénitentiaire soit relevé quasiment des fonctions. Et même, la loi permet des emprisonnements de 6 mois au doublement de la peine pour l'ensemble des prisonniers pris sur les faits. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce qu'une procédure est déclenchée? Un magistrat qui connaît le code pénal par cœur. Donc, avant d'arriver aux sanctions, nous allons d'abord au constat, au dysfonctionnement, au rapport. Ouais. Je connais très bien ce que le code pénal dit, puisque je fais partie de ceux qui ont rédigé un peu beaucoup de textes dans ce pays. Bien. Mais je ne suis pas là d'abord pour la répression. Je suis là d'abord pour comprendre tout ce qui s'est passé. Vous avez dit une chose qui est vraie. C'est surréaliste de comprendre que des armes puissent être introduites ou que de la drogue puisse être introduite à l'intérieur des prisons. C'est ça, là, d'abord, qui est le vrai problème de la prévention. Oui. Donc, mon problème, d'abord, est de savoir réellement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut concrètement avant d'aller vers la répression. Voilà. Oui, mais allez-y, Monsieur Biavogui, certainement, ça peut être une explication. Comment comprendre dans un pays où on mélange des criminels endurcis avec des gens qui ont plus ou moins commis des petits délits, etc. Vous pensez que le rapport entre les... de l'administration pénitentiaire de notre pays, il n'y a pas de prison, mon frère. C'est celui qui veut rester en prison qui reste en prison. Il n'y a pas de place pour les mineurs, il n'y a pas de place pour les femmes, il n'y a pas de place. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que la justice fait, par exemple, pour démêler les dossiers, afin que ceux qui ont le droit d'être jugés plus rapidement soient jugés plus rapidement, condamnés s'il le faut et libérés s'il le faut, parce que dans les prisons de Conakry, il y a beaucoup d'innocents là-dedans. Hein. Votre question est très importante. Qu'est-ce que la justice fait? Informez-moi, qu'est-ce que le budget donne à la justice pour que la justice se fasse à temps? Ouais. Ça, c'est bien dit. Maître Ibrahim Biavogui, donc en direct chez les GG. Oui. Au budget, si on donne le moyen à la justice pour que chaque 4 mois, les assises puissent être tenues dans ce pays pour que la population carcérale qui est aujourd'hui d'un développement exponentiel soit diminuée. On peut s'en prendre à la justice. Ouais. Mais allez. Demandez qu'est-ce que l'État fait pour que donner les moyens pour mais vous parlez... Est-ce que c'est la première fois qu'on fait un cri de cœur pour que cela soit réglé? Les juges sont les premiers en insécurité. Ils condamnent aujourd'hui. Demain, les gens sont dehors. Voilà, allez maître, on va continuer évidemment le débat avec vous. Allez-y Roby, vous voulez vous reposer d'autres questions? Oui, mais justement, maître Biavogui, vous parliez de budget, etc. et tout, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement politique, il y a des leaders politiques qui ont fait des manifestations, ils ont demandé à ce que justice soit faite. On a vu qu'il y avait possibilité de faire des assises, les mêmes choses peut être faites pour... Oui, Abaka, les mêmes choses... Attendez, les mêmes choses peut être faites pour d'autres prisonniers. Mais la justice chacun a le même fonctionnement, son agenda. C'est maître Biavogui. Vous n'êtes pas juge d'instruction, monsieur. Je suis là pour répondre à des questions bien précises. Voilà, au moins c'est clair. Voilà. Maître... Je ne suis pas là pour mélanger avec la politique. Voilà. Vous avez posé un truc qui est réel. Il y a eu une évasion. C'est dû à un dysfonctionnement. C'est réel. Et il y a eu des choses qu'il faut comprendre. Mais ne me mélangez pas dans des mouvements politiques. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Bien. Alors, on va revenir sur les tirs qui ont été entendus hier, pratiquement tout le long de la journée à Kaloum. Dites-nous, est-ce qu'il y a échange de tirs? C'est ce qu'on a envie de comprendre. Est-ce qu'il y a échange de tirs entre les prisonniers et les services de sécurité qui sont déployés à cet endroit-là? Il y a eu effectivement tir. Eh bien, alors, s'il y a eu tir, M. Biavogui, comment comprendre que des tirs soient provenus de l'intérieur de la prison? Expliquez-nous. Mais je ne peux pas vous l'expliquer sans que je n'ai le rapport encore. Ouais. Allez-y. Parce que quand même... Et le mur de cette prison qui a une partie qui a été fissurée. Écoutez, monsieur le journaliste, je me suis mis à votre disposition pour vous donner des explications. Quand il y a une information judiciaire, j'attends que cette information judiciaire soit complète avant de vous donner une réponse, s'il vous plaît. Voilà. Allez, maître, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, maître Biavogui. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. J'avais voulu participer à un de vos voix sur le viol, mais je n'ai pas pu vous avoir, malheureusement. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, maître Biavogui, comme vous voulez. Ici, c'est chez vous, il n'y a aucun souci. Allez, les juges continuent. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, et aussi sur Espace TV, continuez à réagir. GG au 8037, le numéro pour les SMS. Mohamed Mara, vous avez posé cette question à Ahmed Béavogui, une question qui irrite un petit peu. Absolument, parce que dans les conditions normales, déjà aujourd'hui, tout ce personnel-là aurait dû être purement et simplement suspendu. Dans un premier temps, il faut les suspendre, il faut les remplacer, le temps de voir plus clair ce qui s'est passé. Et il faut aussi surtout voir qu'à partir, en tout cas de cette disposition-là de la loi pénale, ce sont des gens obligatoirement qui doivent être sanctionnés. Maintenant, à des niveaux différents. Que maintenant cela relève de l'incompétence, de la négligence maintenant, ou d'une participation, une complicité, à ce niveau-là, on sait que les sanctions pénales sont extrêmement fortes. Mais moi, je me pose quand même certaines questions. 2013, par exemple, avait été décrété ici comme l'année de la justice en Guinée. Mais à quoi on avait assisté? On a raboté purement et simplement le budget de ce département-là. Alors moi, j'ai jamais compris comment on peut dire que la justice, qui est en principe la colonne vertébrale même de l'état de droit dans notre pays, soit le parent pauvre justement du BND. Je ne le comprends pas. Cette histoire dont on parle des assises de la justice, la construction de centres pénitentiaires modernes était une des priorités même qui avait été soulevée par l'ensemble du personnel judiciaire de la Guinée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a posé la première pierre, on est en train de construire une prison du côté de Dubreka. Cependant, je sais aujourd'hui qu'il y a une lourdeur administrative qui ne dit pas son nom dans les cas de détention, surtout préventive à la prison civile de Conakry. N'importe qui est aujourd'hui déféré là-bas sans qu'on ne sache même parfois pourquoi. Finalement, on a un effectif pléthorique. Il y a quelques jours, on parlait d'homosexualité. Figurez-vous qu'il y a quelques années, il y a eu un scandale ici où un Syro-Libanais qui avait été arrêté et qui était connu par tout Conakry comme étant un pédéraste avait été par exemple incarcéré avec des enfants mineurs. Vous imaginez, il y a de la négligence, il y a de l'incompétence, c'est un fourre-tout aujourd'hui là-bas. Vous pouvez passer ce que vous voulez aujourd'hui aux prisonniers. Le cas Junior dans son coup de fil passé à Espace FM a été un exemple. Le ministère de la Justice a tapé du poing sur la table, a menacé de poursuivre des journalistes, mais pendant ce temps, et je me pose une question. Aujourd'hui, moi j'ai du mal à croire qu'il s'agisse tout simplement d'une tentative d'évasion simple. Je ne le crois pas. Mohamed. Dans le climat politique actuel, je ne le crois pas. Bien. Des coups de feu qui retentissent à l'intérieur de la prison la plus gardée du pays, en plein jour. Pas la plus gardée. Ces gens-là savaient qu'on pouvait les abattre. Écoutez, moi je me pose des questions, il faut qu'on nous réponde. Allez-y, Non Mohamed. mais écoutez, cette situation relève à mon avis un problème. Le problème, c'est le dysfonctionnement de la chaîne pénale. Le monsieur l'a dit, parmi ces prisonniers, il y a quand même un fait qui est constatable. Parmi ces prisonniers, il y a des gens qui sont retenus pour des affaires civiles, pour des délits mineurs. Je pense que ça, ce n'est pas lié au fait que la justice soit dotée en budget conséquent. Je pense que c'est un argument facile. On sait tous que la justice est le parent pauvre, mais le dysfonctionnement de la chaîne pénale ne peut pas être expliqué par la faiblesse des crédits alloués au secteur de la justice. Je pense que Mohamed Mara l'a dit, il y a eu évasion, qu'il y a eu tentative ou pas, les sanctions doivent être prises. Et l'article 245 du code pénal est clair. Toute fois qu'il y a évasion au sein d'une prison, les commandants en chef ou en sous-ordre, ainsi que tous les préposés qui sont liés à la garde, au transport et à la conduite des prisonniers doivent être punis. Bien. Il faut appliquer cette loi. Maintenant, le porte-parole de la justice a annoncé hier l'ouverture d'une enquête. L'enquête déterminera qui est impliqué dans cette tentative d'évasion spectaculaire. Parce que hier, Lamine, quand nous sommes rendus sur les lieux, on a entendu des coups de feu. Attention, des coups de feu qui venaient. Non. Voilà. Écoutez, je veux qu'on soit prudent. C'est vrai qu'on a entendu des coups de feu, mais on ne peut pas aujourd'hui signifier que ces coups de feu venaient de l'intérieur. Et même si ça venait, s'il vous plaît. Non, mais il l'a confirmé. S'il vous plaît. Il l'a confirmé. Laissez-moi terminer. Si ça venait de l'intérieur. Je lui ai posé la question, il l'a confirmé. S'il vous plaît, si ça venait de l'intérieur, je veux qu'on soit prudent.
comment? Je pense qu'il y a une instruction judiciaire qui va s'enclencher dès aujourd'hui. Attendons d'avoir les résultats avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Je suis d'accord. Ce qui reste clair, c'est que parmi ces prisonniers, certains avaient des armes, mais des armes blanches, qui avaient des couteaux et autres. Ça, c'est quand même une réalité. Oui. Mais comment est-ce qu'ils se sont procurés également de ces armes? Ça, c'est également une question qu'on doit se poser. Ce n'est pas normal. Bien. Mais Dujean a dit qu'ils avaient des armes à feu et qu'ils ont sûrement échangé des coups de feu. Je veux qu'on soit prudent pour l'instant. Attendons le verdict de l'instruction qui sera engagée dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Ahmed Kamara. Je suis d'accord qu'il faut jouer la carte de la prudence, mais on a bien posé la question à M. Biavogui. Je pense que personne ne lui a tiré la langue pour qu'il nous dise qu'il y a eu bel et bien échange de tirs. J'ai posé la question entre prisonniers et détenus, entre détenus et forces de sécurité. Il peut se tromper aussi. Mais il a dit, j'ai dit oui, mais il peut bien se tromper. Je suis d'accord qu'il faut attendre que cette instruction aille jusqu'à son terme pour savoir ce qui s'est passé. Mais la grosse question qu'il faut se poser, si tant est qu'il y ait échange de tirs, on se poserait la question comment les armes sont parvenues à ces détenus. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas que des détenus simples dans cette prison. Il y a des grands criminels, il y a des officiers supérieurs de l'armée qui sont là depuis des années sans jugement. Et le général Nouh Cham et compagnie, il y a Souka, il y a KPC, il y a Junior, donc il y a Fatou Badiar, des personnalités, des individus qui étaient cités dans la tentative d'assassinat contre la personne. C'est pas KPC, non, c'est pas bien. Donc c'est important. C'est important que la lumière soit faite sur tout cela. Et je pense que M. Biavogui, s'il s'est trompé, en tout cas parce que d'autres responsables nous disent qu'il n'y a pas eu de tentative, il n'y a pas eu d'échange de tirs. On attendra de voir. Merci beaucoup, Abokar. Allez-y, Roby. Ce n'est pas KPC le Sosobana. Mais ce qu'il faut dire, moi, ce qui me gêne, c'est que dans un pays normal, les prisons, ce sont des centres de rééducation. Ce sont des centres où on amène les gens pour les punir par rapport à certains actes qu'ils ont commis dans la société. Mais nous, chez nous, les prisons, c'est pour fabriquer des criminels endurcis. Parce que, imagine, je vous le dis, oui, ça aussi, c'est un autre débat. C'est extrêmement important. C'est une école de criminels. Parce que lorsque vous prenez un jeune homme de moins de 18 ans ou de 18 ans, de 20 ans, qui a fait un vol à la sauvette à Madina parce qu'il a soutiré un cahier ou quelque chose et qui se retrouve avec un criminel comme Souka, comme Junior et qui pratique toute la journée ensemble, imaginez ce qu'il va apprendre. Moi j'ai fait un tour à l'époque dans cette prison lorsqu'il y avait Etienne Tsopogui. Je vous avais dit ici qu'il y avait des femmes qui étaient là. Je vous avais dit ici qu'il y avait des femmes qui avaient accouché et que les bébés étaient là. Des bébés côtoyaient des grands criminels comme je veux dire que c'est inimaginable. C'est le Guantanamo de la Guinée. Pourquoi il y a eu pourquoi il y a eu psychose en ville? Vous pensez que s'il y a une évasion à la gendarmerie de... Non, attendez-moi, laissez aller jusqu'au bout. Vous pensez que s'il y a une évasion à la gendarmerie de Hamdalaï, il y aura psychose dans les lieux? Non, parce que là-bas il y a des petits voleurs de moins calibre qui sont là. Mais s'il y a eu évasion à la prison centrale de Conakry et que tout le monde est pris de panique, finalement il n'y a même plus de travail, des gens ont pris leur voiture pour se sauver comme si c'était la guerre civile, parce qu'on sait ce que regorge cette prison. Cette prison, c'est une bombe. Si on la désamorce pas, ça va être très dangereux. Oui, regardez-moi très bien. C'est une bombe là-bas. Allez-y, Mohamed. Alors, écoutez, moi je suis pour une fois pleinement d'accord avec Roby sur cette question-là. D'abord, l'emplacement, vous avez posé la question, l'emplacement d'abord de la prison, aujourd'hui pose problème. C'est quand même des gens qui, pour certains, sont formés au maniement des armes, on le sait. Moi, tout à l'heure, ce matin, il y a la chef des reporters qui m'apprenait ici qu'au moment où le Premier ministre est arrivé, qu'il y aurait même eu des jets de gaz lacrymogène. Alors, imaginez comment des détenus peuvent quand même s'approprier de gaz lacrymogène. La question, elle est entière. C'est qu'il y a forcément aujourd'hui des complicités qui sont... Il y avait énormément de journalistes quand même sur place. Donc moi j'aimerais aujourd'hui que le gouvernement arrête. On attend le rapport, Mohamed. On attend le rapport ce soir, c'est l'après-midi. Quel rapport, Lamine? Quel rapport quand la presse était présente? Écoutez, moi, la personne d'abord qui m'a informé très tôt hier était sur les lieux. Les journalistes sont arrivés. Ils étaient tous sur les lieux. Ils étaient présents. D'accord. À un moment donné, comment pour comprendre qu'on fasse appel même à l'armée là-bas? Mohamed souffre. Non, je dis à Mohamed de souffrir
d'attendre quand même ce rapport-là. Même sur la question des sanctions qui doivent tomber, je pense que Mohamed Mara et Djibril sont juristes dans ce studio-là. Ils doivent savoir qu'une information judiciaire a été enclenchée. On ne peut pas, du tac au tac, décerner des sanctions comme ça. Allez-y, Tamba, en 30 secondes. Écoutez, j'étais aussi présent sur les lieux et échange de tir, je dis non. Il n'y a pas eu d'échange de tir. Mais de l'intérieur de la prison, il n'y a pas eu d'échange de tir. Un échange de tir, c'est ciblé. Un échange de tir est ciblé. Du côté où nous étions, c'était de l'extérieur de la prison, il y avait des tirs. De l'intérieur de la prison, il y avait également des tirs. Mais ça a dû être des tirs de sommation. C'est ce que nous avons compris. Mais à la fin, Lamine, écoutez, il y a eu pas mal de questions qui ont été soulevées. Ce que moi j'ai retenu et que j'ai entendu crier, scander les prisonniers, c'était justice, jugement, vérité. Ça veut dire quoi? Depuis 5 ans, et on me l'apprenait là-bas parce que j'ai interrogé des agents de la prison, ils m'ont dit, depuis 5 ans, il y en a qui n'ont pas été jugés. Vous pensez que ça c'est une histoire de moyens? Je pense qu'il faut avoir le courage de dire au moins le droit. Mais ça, si ça allait dans le sens du ratissage, parce que ça avait été dit alors que nous y étions, on parlait déjà de ratisser le coin. Et ça, c'est grave quand on dit ratissage. Celui qui est debout et qui fait opposition, il faut l'éliminer tout d'un coup. L'État allait, comme on dit, gauchir sa brêle dans cette situation-là et ça n'allait pas permettre un jour que lumière soit faite. Maintenant que c'est arrivé, il faudrait que l'enquête questionne également le rôle de l'État dans cette situation-là, sans oublier que, à cause d'un appel téléphonique, le directeur national de l'administration pénitentiaire avait sauté. Aujourd'hui, avec une évasion, on parle de tentative d'évasion, je dis avec une évasion, il faut prendre en compte des mesures sérieuses. Merci beaucoup Tamba. Mettez un peu d'eau dans votre bain, hein, mon petit. Hein. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. On parle Ebola. Khalifa Gassama Diaby aussi va s'exprimer ce matin chez les GG. 3 minutes et puis on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci à vous qui nous regardez du côté de Kissidougou sur Espace TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Dans un instant, on parle Ebola avec Monsieur Ebola, évidemment, Dr Sakoba, coordinateur national de la lutte contre Ebola. Il va intervenir d'une minute à l'autre chez nous. Et puis, on va essayer de faire un saut aussi du côté de l'UFR. L'UFR prend acte de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle et félicite le président Condé pour sa réélection. Le parti de l'ancien Premier ministre Sidia Touré demande au vainqueur de la présidentielle 2015 de poursuivre son engagement à défendre et à poursuivre et à servir avec ardeur les intérêts de la Guinée, dit-on, et de tous les Guinéens. Eh bien, qu'est-ce qui justifie cette posture? Entre autres, c'est la question posée ce matin. Mohamed Tal, dans un instant, vous allez l'écouter ce matin chez les GG. On va essayer de faire lecture de quelques SMS en direct. Le temps pour notre réalisateur de joindre Dr Sakoba. Mohamed Tog qui intervient ce matin. Salut les GG. Il y a une projection de la série Prison Break, à la sûreté. Malheureusement, c'est pas bien compris. Il n'y a pas de souci. On reste avec cet autre message de Bouka qui nous envoie ce message. Vraiment, Lamine, c'est catastrophique, honteux, décevant de voir notre justice dans cet état piteux. Cela démontre combien, malgré la bonne volonté des personnels de la justice, l'État est incapable de leur donner les moyens pendant qu'on dépense des milliards dans ce sens-là. On reste là-dessus avec cet autre message, toujours des internautes et surtout des auditeurs. Oui, en Guinée, il n'y a qu'un seul KPC officiel, il est l'exemple, d'accord, mais pas un mot. Écoutez, il n'y a pas de problème. Nabi, c'est compris. On reste avec cet autre message. Attention, les gars, il n'y a pas eu d'échange de tirs entre nos forces de l'ordre et les détenus. Aucune arme n'a été trouvée à l'intérieur. Voilà. On reste avec Lai Junior Condé qui intervient. Là, allez quand même, soignez un petit peu votre langage quand même. Hein. Voilà. Allez, on va aller avec Monsieur Ebola, Ahmed Kamara. Écoutez, moi je suis choqué de constater que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu quand même enrayer cette maladie de notre pays. Certains pays dont le système sanitaire était encore plus bas, plus souterrain que le système sanitaire que nous avons, eux ont réussi à quand même se sortir de ce bourbier. Et nous, pas. Pourquoi cela? Je pense qu'en Guinée,
parfois on ne s'attaque pas vraiment au problème. La question de fric et la question d'argent a pourri ce pays. À chaque fois quand il y a un projet, je pense que c'est ce côté financier qui intéresse beaucoup plus les gens. Ça fait oublier vraiment le combat qu'il faut mener sur le terrain. Je pense que Ebola, comme je l'ai dit, le jour où j'ai pris la parole dans ce studio, je dis l'heure est grave. Vous avez dit non, on applaudit parce qu'il y a j'ai dit je n'applaudis rien. La réalité, c'est cela aujourd'hui. Voilà. Allez, Dr Sakouba, en direct chez les GG. Bonjour, Dr Sakouba. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Dr Sakouba. Alors, la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est pourquoi Ebola est-il collé à la Guinée comme une seconde peau? Bon, je crois que le terme est un peu trop fort pour la Guinée. Et Ebola est effectivement en train de disparaître de notre pays. C'est la bonne nouvelle. Bon, c'est vrai qu'il faut être patient. Tous les malades paludiens qui ont les mêmes schémas de traitement à l'hôpital ne sortent pas le même jour. Chacun évolue selon son rythme et ses conditions de vie avec la mentalité de ces populations. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous dire qu'il ne reste plus qu'un seul malade confirmé dans nos murs, que nous pensons qu'ils vont sortir bientôt de nos centres de traitement. Les 2 enfants qui étaient hospitalisés à Forêt-Caria sont sortis hier et tous les contacts de Forêt-Caria vont sortir du suivi le 13. Nous avons moins de soucis pour eux parce qu'ils ont tous été vaccinés et ils ont fait plus de 15 jours après leur vaccination, ce qui, selon l'efficacité de ce vaccin, on n'a jamais enregistré de cas après un tel délai. Oui. Donc, alors, voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Voilà, Dr Sakouba, peut-être on va essayer de reposer la question autrement. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi à chaque fois on dit on s'en sort, finalement à la fin du compte, rébelote, on reprend tout à zéro? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dites-nous. Bon, ce qui se passe, c'est généralement, tous les spécialistes savent que de quitter de 10 à 0, il y a toujours des petits rebondissements. Et la Guinée a connu cette période-là pendant 2 mois. Et nous pensons que nous sommes en passe de contrôler ces différents effets. Non, mais ce n'est pas une première. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas une première, Dr Sakouba. Plusieurs fois, on a été tout près de vaincre cette épidémie. Et à chaque fois, l'épidémie est répartie à la hausse. Qu'est-ce qui vous fait dire cette fois-ci que cette fois-ci est la bonne? Quelle garantie? Bon, moi personnellement, sur le plan scientifique, je ne peux pas vous donner de garanties. Parce qu'on ne connaît pas tout sur cette maladie. Vous savez, on a une problématique, que ce soit au Libéria ou en Sierra Leone. Nous tous on craint qu'on ait quelques cas à partir des personnes guéries. Et vous avez appris dans les publications scientifiques que celui qui est hospitalisé à Londres, c'est après 10 mois qu'il a fait une réactivation, une forme méningétique qui n'était jamais vue dans toutes les épidémies. Donc, aucun médecin ne pourra vous dire ce qui peut arriver dans les jours qui viennent. Ce qui est sûr, les flambées actuelles sont en passe d'être contrôlées. Oui, mais justement... dire qu'on n'aura pas plus d'autres cas dans l'avenir, seul Dieu pourra vous le dire. Justement, Dr Sakouba, on s'en remet au sort de Dieu, mais la question essentielle est aujourd'hui, il y a la rentrée scolaire, on n'a pas vu, et universitaire. La coordination est muette sur les actions à prendre pour éventuellement parer à une possibilité, à un possible retour de la maladie. Les enfants sont moins protégés, les kits ont disparu. Depuis qu'on nous a parlé de ce vaccin, tout le monde a balayé tout ce qui est comme mesures préventives. Est-ce qu'aujourd'hui, laisser ces mesures-là de côté n'est pas un danger? Non, bon, la question que vous me posez est plus liée au comportement des humains. Je crois qu'il y a Ebola, oui ou non. On doit continuer à se laver les mains. On doit continuer les mesures hygiéniques, à nettoyer nos concessions et ne pas déposer les tas d'ordures dans la ville. Et vous voyez, c'est un phénomène de comportement. Tout le monde sait que la saleté, en dehors d'Ebola, peut entraîner d'autres maladies infectieuses, qui est le choléra et la fièvre typhoïde aussi, qui tuent. Et actuellement dans notre pays. Voilà. Donc, alors, Dr Sakouba, certainement... Le ministère de la Santé les encourage à tous les niveaux. Voilà. Et ce qui a changé à notre niveau, c'est qu'on a pris des stratégies beaucoup plus spécifiques de cerclage des zones où il y a des cas et qu'on immobilise les contacts à ne pas qu'ils se déplacent pendant les 21 jours pour empêcher toute propagation future de cette maladie. Et c'est ce qui va être clôturé à Forêt-Caria le 13
novembre prochain. Voilà, docteur Sakouba, forcément, peut-être, allez, moi, je vous crois, forcément, peut-être que vous êtes de bonne foi, mais au sein de la coordination même, il faut qu'on touche la plaie, c'est très important, docteur. On a l'impression, quelque part, qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout que cette épidémie sorte de la Guinée, docteur. Il faut parler, c'est très important, parce que c'est votre honneur qui est en jeu, là, docteur Sakouba. Ça fait gagner beaucoup de sous, hein, à d'autres. Oui, ça, c'est une mauvaise lecture de notre chose. Aucun être humain qui est religieux et qui pense à l'au-delà. Sauf que tous ne sont pas religieux. Une maladie persiste dans sa communauté. Donc c'est contraire à notre déontologie et médicale et à notre serment d'Hippocrate. Nous avançons à notre rythme. Ce que vous ne savez pas, les derniers foyers de Forécaria sont venus de Conakry. C'est un enfant originaire de là-bas qui a échappé à Ratoma et qui a passé et qui est parti chez un guérisseur qui a engendré cette dernière chaîne. Et le comportement des Guinéens face à leur santé, je pense que vous les journalistes, vous devez vous poser des questions. Pourquoi notre ville est sale? Pourquoi on marche toutes les... Ce n'est pas une raison, docteur. Docteur Sakouba, Voilà. Alors, docteur, deux questions. Nous savons que la Banque mondiale a assisté le gouvernement guinéen à hauteur d'une enveloppe de 1 500 000 dollars, sauf erreur, pour accompagner les agents traitants dans le cadre de la lutte contre Ebola. Jusqu'à ce jour, on nous apprend que du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mois de décembre, il y a certains qui n'ont pas touché de ces primes-là. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous en savez? C'est la première question. Et c'est le lieu peut-être de vous le dire. Il n'y a peut-être pas péril en la demeure pour le moment. Mais que va-t-on faire des équipements qui ont été mis à la disposition de la Guinée pour lutter contre Ebola? On nous apprend que certaines voitures pour la lutte contre Ebola seraient déjà sur le marché guinéen. Bon, merci pour les deux questions. La première question concernant le traitement du personnel engagé dans la riposte contre Ebola. Et la nouvelle que je vais te donner, c'est qu'on a demandé des assistances à ceux qui travaillent dans les centres de traitement Ebola. Donc, l'appui budgétaire et des PRDM était orienté dans cela. Et certains partenaires les ont élargis aux agents de sensibilisateurs qui sont dans les quartiers et dans les différentes communes. Comme nous avons changé de stratégie, maintenant c'est la stratégie de cerclage. Donc ceux-ci ont été remerciés parce que ceci ne constitue plus une priorité pour la coordination. C'est ainsi que de 1600 personnes, on est revenu à 450 personnes qui continuent à travailler dans nos centres de traitement directement avec les malades. Certains sont dans des zones et qui ont fini avec Ebola il y a plus de 3 mois. Voilà. En ce qui concerne tout l'équipement que nous avons, vous savez, on est en train d'inaugurer nos centres CTP et renforcer les capacités de nos différentes DPS et direction préfectorale de la santé. Au moment où je vous parle, chaque direction préfectorale de la santé a au moins 4 véhicules, non seulement pour la supervision, mais pour faire leur approvisionnement. Et idem pour nos directions régionales de la santé et certains services clés de niveau central. Donc ces véhicules-là, qui sont des véhicules administratifs, donc doivent être utilisés dans le cadre de l'administration. Il y a eu même des appuis à d'autres départements. Si vous avez des nouvelles, qu'il y a des véhicules avec adresse, nous allons informer la gendarmerie pour saisir, parce que c'est un bien de l'État que nous tous, on doit pouvoir sauvegarder. Donc le ministère de la Santé est dans cette logique. Après Ebola, tous les véhicules en surplus seront mis à la disposition de l'État pour redistribuer aux services qui est nécessiteux. Donc voilà un peu le plan. Tout le matériel même qui est garé au niveau de l'aéroport, nos intrants, on est en train de les distribuer actuellement. Vous pourrez les constater à travers vos correspondants et de donner aux différentes structures. Donc notre service logistique avec PAM est attelé à cela. Voilà. Si vous avez des informations de détournement ou de malversation, mettez-les à notre disposition. On va informer les services compétents et qui pourront passer. Ce sont des biens de l'État qui doivent revenir à l'État. Voilà, docteur Sakouba Keïta, coordinateur national de la lutte contre Ebola. Merci beaucoup, docteur, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons faire un soin du côté de l'UFR avec Mohamed Tal qui nous attend là. De ce côté,
Les non-dits, Tamba, beaucoup de choses à dire. Hein. Les non-dits, d'abord, je commence par relever cette contradiction. Ahmed Kamara le disait, lorsque Ebola venait au tout départ, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais la Guinée avait un meilleur système de santé par rapport aux deux autres États. Pourtant, c'est eux qui ont réalisé le plus grand résultat. Ça reste quand même un paradoxe. Peut-être qu'on va trouver l'explication aux ressources d'Ebola à persister en Guinée dans la fourberie des Guinéens. On a toujours cette envie-là de gagner un peu plus que les autres, cet égocentrisme qui se matérialise dans pas mal de situations. L'autre question qui a été soulevée, c'est cette enveloppe de la Banque mondiale. Dr Sakobat nous dit que des 1600, parce que c'était 1800 et quelques cadres, c'est quand même ce que je savais, agents. Aujourd'hui, il nous parle de 1600, des 1600, aujourd'hui on est venu aux 400. Deux questions simples. Est-ce qu'il y a une suffisante explication pour ces agents-là, parce qu'ils continuent à se plaindre? Est-ce que les modalités d'accompagnement, ou plutôt même d'abandon de ces services-là, est-ce que tout a été bien discuté, tout a été bien conduit? Merci beaucoup, Tamba. Est-ce que la Banque mondiale a eu un retour après? C'est l'autre question qu'on se pose. Justement, c'était vraiment ma question à Dr Sakoba. Quand on sait que du côté de la Sierra Leone, par exemple, on pense que des agents ont reçu mensuellement pratiquement $400 et que chez nous, c'était plutôt 75% des salaires, moi je me pose des questions. Pourquoi ce fait? Mais il y a aussi un autre fait, un autre élément aujourd'hui que nous sommes en train d'oublier. C'est que pendant ce temps, les chiffres de personnes souffrant notamment de paludisme ou de choléra ont nettement baissé au niveau de nos hôpitaux. Ça veut dire que la lutte contre Ebola, j'ai l'impression aujourd'hui, a tellement aspiré l'État guinéen que ces deux autres maladies sont en train en réalité de décimer nos populations sans qu'on ne s'en rende compte. Aujourd'hui, on ne parle plus paludisme, on ne parle plus même, comment on appelle cela, de cette maladie diarrhéique, voilà justement le choléra, alors qu'en réalité, ce sont certainement des fléaux qui ont sévi, notamment au cours de cette saison hivernale. Merci beaucoup, Mohamed Kamara. Évidemment, on va venir dans un instant, mesdames et messieurs, avec entre autres quelques sujets à aborder dans cette émission. Bienvenue. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.